un truc qui me rassure beaucoup, c'est que les gens dans la salle sont très jeunes, et ça me fait très plaisir, parce que ça veut dire qu'on va renouveler les cadres et que je vais disparaître, et que c'est une bonne chose. Je suis encore là aujourd'hui, mais je suis que le représentant d'une équipe avec qui j'ai la chance de travailler. Je n'ose pas dire que je la dirige, parce que je pense qu'ils sont assez grands pour se diriger tout seuls. Vous savez qu'on a un centre d'enseignement de la chirurgie endoscopique où vous êtes les bienvenus tout le temps. Et vous savez peut-être aussi qu'on va organiser l'année prochaine, au mois d'avril, un congrès qui s'appelle Beyond Gynecologic Surgery. Je suis désolé, le titre est en anglais, puisqu'on aura le privilège de recevoir 3 sociétés, l'AGL, la société américaine, le SGE, la société européenne, et l'APAGE, qui est la société Asie-Pacifique d'endoscopie. Elles ont accepté de participer à ce congrès, où il y aura des sessions qui parleront de tout sauf de pathologie. Il y aura des sessions sur le tissue engineering, la simulation, la réalité augmentée, l'enregistrement des données opératoires. Est-ce que votre bloc va devenir un cockpit d'avion où tout va être enregistré? Le futur de la robotique. On essaiera de demander à des ingénieurs de nous expliquer la science, la computer science, qu'est-ce que c'est la vision par ordinateur, et etc. Pour que, je pense qu'il faut que les chirurgiens se posent, réfléchissent ensemble à tous ces bouleversements qui sont autour d'eux et qui vont changer notre pratique, que nous subissons parce qu'on nous les propose, mais jamais on a de réflexion en amont et jamais on essaye d'avoir un background. Il y a un site web, et ce site web, c'est de manière assez étonnante, gynecologicsurgery.com, parce que c'est un domaine qui était vide. Et si vous tapez gynecologicsurgery.com et Clermont-Ferrand, vous tombez directement sur le site web. Donc je pense que c'est rigolo de venir, même si c'est en anglais, ça sera traduit, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas, et puis c'est de l'anglais technique, donc finalement que vous comprenez tous. Alors, est-ce qu'il faut parler de péritoine et de pathologie mini-invasive? Oui, c'est une de mes vieilles marottes. Et en préparant ce topo, je me suis ressouvenu d'une vieille histoire, certains l'ont peut-être déjà entendue, mais c'est une histoire qui pour moi remonte à très très longtemps. En 1991, j'étais perdu au fond du sud du Texas, à San Antonio. Quand on part comme ça à l'aventure aux États-Unis, on n'est pas toujours hyper débordé de travail, au moins en arrivant, et donc je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Et je suis tombé sur un article d'un monsieur qui s'appelle Egermont, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est le même qui dirige actuellement l'Institut Gustave Roussy à Paris. Et à ce moment-là, il avait fait un travail qui montrait que le fait de pratiquer une laparotomie diminuait l'immunité post-opératoire de telle manière que les thérapeutiques immunologiques qu'ils avaient utilisées devenaient inefficaces. Autrement dit, il montrait le potentiel immunodépresseur de la laparotomie. Et ce jour-là, je me suis dit, mais à ce moment-là, la célioscopie va avoir un avantage évident. Elle va être moins immunosuppressive et par conséquent, on va améliorer la survie des patients qui ont des cancers. Et je suis parti dans ma tête de cette hypothèse. Le chemin a été long et compliqué, puisque vous savez que les premières heures de la célioscopie et du cancer, en particulier dans le cancer de l'ovaire, ont été très complexes. Mais pour finir, cette hypothèse se vérifie petit à petit aujourd'hui, et on arrive à montrer maintenant que oui, l'environnement péritonéal de la chirurgie est important, que oui, les paramètres que vous utilisez pour votre pnéumopéritoine sont importants, et vont avoir une incidence sur le résultat post-opératoire. En clair, vous êtes passé d'un environnement ouvert, la laparotomie, où vous ne pouvez pas changer les paramètres, à un environnement fermé, où vous allez pouvoir changer tous les paramètres, la pression, l'humidité, la température, la composition du gaz, et où même, c'est ce que propose Raymond en Allemagne pour traiter les carcinoses péritonéales récidivantes, vous allez pouvoir utiliser un traitement péropératoire qui va devenir un médicament, et votre pnéumopéritoine finira par devenir un médicament. Donc on est passé d'un milieu complètement ouvert et qui n'avait pas d'intérêt à un milieu fermé. Et la première étude qu'on a réalisée dans le service, c'est Revas Bocciorishvili qui l'avait fait. Il avait fait un mémoire en utilisant un cancer de l'ovaire chez le rat, et il avait montré que la croissance tumorale était plus importante après laparotomie qu'après célioscopie. Mais il avait ce résultat qui était un peu embêtant, puisque vous voyez qu'a priori, la dissémination après célioscopie était un peu plus inquiétante que la dissémination après laparotomie. Mais on s'est aperçu que le modèle était capital. Et que si on voulait travailler sur des animaux, et si vous voulez le refaire, ou si vous voulez travailler dans le futur sur ces modèles-là, il est essentiel que vous ayez un modèle qui corresponde à quelque chose. Ça, c'est les résultats sur des souris qui ne sont pas ventilées. Et vous n'avez pas de différence entre la pnéumopéritoine à basse pression et la laparotomie. Autrement dit, vous n'étudiez pas la célioscopie, vous n'étudiez pas la laparotomie, vous étudiez les conséquences de l'asphyxie des animaux. Donc si vous ne ventilez pas vos animaux, votre étude ne sert à rien. Que l'asphyxie, c'est mauvais pour la santé, il n'y a pas besoin de sacrifier des souris et des rats pour s'en rendre compte.
On le sait avant de faire l'étude. Et si on les ventile, eh bien, à ce moment-là, à ce moment-là, vous voyez que les différences deviennent statistiquement significatives et que l'anesthésie, c'est moins dangereux que la laparotomie associée à une anesthésie. Donc il a fallu développer un modèle où on était capable d'intuber des souris. Vous voyez qu'elles sont petites, ces souris. Le monsieur qui a mis ce modèle au point, c'est Nicolas Bourdelle et Sachiko Matsuzaki. Mais c'est Nicolas qui a eu l'idée qu'il fallait intuber les souris sous contrôle endoscopique. Et comme ça, on a pu développer un certain nombre de travaux, en particulier utiliser des mesures d'oxygénation du tissu péritonéal. Et on a vu que la conséquence de ces tissus, de cette oxygénation sur les tissus était considérable. Je vous montre juste les images de pression tissulaire en oxygène. Vous voyez qu'à 15 mm, c'est l'asphyxie totale du péritoine. Par conséquent, vous êtes en train de nécroser le tissu, vous êtes en train de le tuer quelque part. Alors que si vous avez un pneumopéritoine à très basse pression, et là 2 mm correspondait au minimum pour avoir une exposition correcte. Donc c'était une situation cliniquement acceptable dans ce modèle animal, bien entendu. Ce n'est pas transposable chez l'homme, 2 mm, mais chez la souris, c'était transposable. Et là, vous voyez que la pression tissulaire en oxygène, pendant un pneumopéritoine au CO2, est supérieure à ce qu'elle est pendant l'anesthésie seule, à 0 mm. Donc vous voyez qu'il y a un vrai potentiel à utiliser ces différentes choses. Et là, cette image histologique, l'image du milieu en bas, vous montre le pneumopéritoine avec ses conséquences sur le mésothélium. Et vous voyez que les cellules mésothéliales ont complètement disparu. Il ne reste plus que des noyaux nus. Et on a détruit le pneumopéritoine. Le pneumopéritoine a détruit le mésothélium. Dans cet environnement, on a découvert par hasard que vous aviez un allié et que cet allié, c'était l'anesthésiste. On a fait quelques mesures sur des patients de pression tissulaire en oxygène pendant des cœlioscopies. Et à un moment, un jour, un anesthésiste a modifié les paramètres de ventilation et on s'est rendu compte que le fait de modifier les paramètres de ventilation modifiait l'oxygène du tissu. Donc si vous hyperventilez ou si vous augmentez la quantité d'oxygène délivrée par votre anesthésiste, il est capable de compenser une partie des conséquences de votre pneumopéritoine. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est extrêmement important. Alors on a beaucoup travaillé sur le cancer puisque c'était la question. Et je crois que ces données, qui sont déjà anciennes, qui sont celles du mémoire de DEA, de Master 2 de Nicolas, sont les données les plus importantes en faveur de l'utilisation de la cœlioscopie dans le cancer, puisque c'est finalement les seules données histologiques. Donc on a utilisé un modèle de rupture de kyste, on a injecté des cellules dans le péritoine, et puis on a fait quelque chose qui n'a pas été fait ailleurs, on a fait une étude histologique des métastases. Et on a observé 3 types de métastases, des métastases à la surface du péritoine, sans infiltration, des métastases avec une infiltration superficielle du muscle, et puis des métastases avec une destruction complète du muscle en dessous du pneumopéritoine, à distance de la chirurgie. Et cet aspect-là n'a été observé qu'après des laparotomies. Et quand on compare les groupes et les pressions utilisées, et le pneumopéritoine, et la laparotomie, et la haute pression et la basse pression, donc là vous avez 4 groupes, vous voyez qu'à J7, vous n'avez une infiltration musculaire importante que dans les groupes à haute pression et dans les groupes laparotomie, mais vous n'en avez pas dans les groupes à basse pression et vous n'en avez pas dans le groupe anesthésie seule. Si vous allez à J14, vous avez un début d'atteinte à 2 mm, mais ça reste significativement très bas. Et on avait ces résultats-là jusqu'à J14 quand on étudiait la dissémination péritonéale. Mais il n'y a qu'en étudiant l'atteinte des muscles qu'on s'est aperçu que le résultat et la dissémination aux muscles étaient moindres, y compris à J42 post-opératoire. Autrement dit, on a un vrai avantage d'utiliser une basse pression quand on travaille pour des cancers, très vraisemblablement. Alors vous allez me dire, vos souris, elles sont belles, ça fait longtemps que vous nous les racontez. Mais ça sert à quelque chose en clinique, votre affaire? Alors jusqu'à maintenant, on n'avait que des données rétrospectives, et j'étais un peu triste. Et puis j'ai passé les 3 dernières semaines un peu anxieux, parce que je n'avais pas le droit de parler de ce que je vais vous montrer si l'article n'était pas sorti. Sachiko était très clair, je n'avais pas le droit d'en parler. Donc j'ai failli ne pas pouvoir vous en parler, juste vous dire que ça allait être bien, mais pas pouvoir vous le montrer, vous le confirme. Mais l'article est sorti la semaine dernière, donc j'ai le droit de vous le montrer. C'est le travail de 2 personnes, essentiellement, des anesthésistes, de Céline Houle qui a fait l'interrogatoire des malades,
Moi, j'ai vaguement aidé à l'organisation, mais pas beaucoup plus que ça. J'ai participé aux idées, mais pas à la réalisation du travail. Le travail, c'est Sachiko Matsuzaki, qui travaille dans le service et qui fait que de la recherche, pas de chirurgie. Et les patientes et les interventions, c'est uniquement Revaz Pochurishvili. Je pense que vous le connaissez, c'est un chirurgien tout à fait exceptionnel et ils ont fait quelque chose qui est très rare. Ils ont fait une étude prospective, randomisée, en double aveugle, avec tirage au sort et ils ont comparé 4 groupes. 12 mm de pression, 8 mm de pression. Et dans ces 2 groupes de pression différentes, il y avait du gaz froid dans la moitié des patientes et il y avait du gaz humidifié et réchauffé dans l'autre moitié des patientes. Je précise que Fischer et Peckel équipe le service mais n'a pas participé au sponsoring de l'étude. Comme dans toutes les études, il y a un certain nombre de patientes qui ont refusé de participer. Je suis désolé, je pensais que l'écran serait un peu plus grand, donc vous ne verrez pas très bien. Mais ils ont pu randomiser 80 patientes dans les 4 groupes et ils ont pu montrer l'intérêt des résultats et l'intérêt de cette technique. Alors tout à l'heure, par exemple, on a beaucoup parlé de température grâce à AirSeal. Mais vous voyez que les températures des patientes, alors vous ne le voyez pas parce que c'est trop petit, je suis désolé, j'aurais dû faire des diapos plus nombreuses. La température maximale et minimale oscille aux alentours de 36 dans les 4 groupes. Je précise que les patientes ont un réchauffeur thoracique pendant l'intervention, mais le fait d'utiliser les différents gaz n'a pas d'incidence sur la température des patients. La durée opératoire moyenne est de l'ordre de 170 minutes à peu près, avec un temps extrêmement reproductible, y compris dans le groupe à basse pression. Et là, je tiens à préciser que ce n'est peut-être pas quelque chose de complètement reproductible. Il faut un chirurgien assez exceptionnel pour faire que des sutures à 8 mm et à mettre exactement le même temps que celui qui mettrait à 12 mm. Donc je ne suis pas sûr que ça soit reproductible, mais c'est beaucoup plus court que les temps qu'on nous a montrés tout à l'heure, qui étaient de près de 4 heures pour des promontofixations. Je précise que toutes les patientes ont prothèse antérieure, prothèse postérieure, et tout à l'heure on a parlé de renouveau du Birch. Revaz est fidèle au Birch et la plupart des patientes ont eu un traitement préventif de l'incontinence urinaire par Birch exclusivement et que les TVT sont très rares dans l'étude. Alors je vais passer relativement rapidement parce que sinon ça va être fastidieux. Sachez que c'est sorti dans un journal qui s'appelle Scientific Report, que ce Scientific Report appartient au groupe Nature et que c'est pour ça que je n'avais absolument pas le droit d'en parler avant que l'article soit sorti. Post-opérative course, il faut être très simple. Le pourcentage de patientes qui ont des échelles visuelles analogiques supérieures à 30 en salle de réveil n'est pas différent entre les 4 groupes. Ça signifie simplement que les anesthésistes travaillent correctement et adaptent les antalgiques à la douleur de la patiente, mais on ne pouvait pas les en empêcher. On a évalué le recovery avec un questionnaire qui s'appelle Quality Operative Recovery 40 Score, et on voit que c'est surtout sur la douleur que les différences sont statistiquement significatives, et en particulier la douleur en fonction de la pression. Après, on a comparé l'os ratio pour les patients d'avoir dans le service, cette fois-ci, plus en salle de réveil, mais bien dans le service, un score de douleur supérieur à 30, et on s'est aperçu que leur risque d'avoir un score de douleur supérieur à 30, que ce soit à H12, 24, 36 ou 48, est plus bas si elles ont un pneumopéritoine à basse pression et si elles ont un gaz humidifié et réchauffé. Autrement dit, on a un vrai effet sur la douleur de ce simple modification du pneumopéritoine. On a aussi étudié un certain nombre de marqueurs moléculaires. Alors là, c'est de la technique. Là, je ne peux pas aller dans les détails de la biologie moléculaire. Si vous voulez les détails de la biologie moléculaire, il faut vous reporter à l'article ou téléphoner ou contacter Sachiko qui vous expliquera. On fait des biopsies de péritoine en ne traumatisant pas le péritoine. On les fait au départ, on les fait à 1 heure et on les fait à 2 heures. Et on a observé une modification des gènes impliqués dans la formation d'adhérence, dans la formation de l'acide hyaluronique. Et pour la première fois, ces modifications persistent dans le temps. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les modifications qu'on avait observées, au-delà de 2 heures, on avait l'impression que l'effet de l'avantage de la célioscopie disparaissait. Et là, au contraire, il s'est maintenu tout au long de l'intervention jusqu'à 2 heures. Donc c'est une preuve que probablement ces paramètres-là ont un rôle dans la formation des adhérences post-opératoires. Et je crois que c'est quelque chose de très très important pour les patientes. Bien sûr, dans le cadre du prolapsus, on pourrait imaginer que c'est peut-être mieux d'induire davantage de fibrose.
mais si on a moins d'adhérence post-opératoire, on a probablement aussi moins de dissémination post-opératoire quand on travaille à basse pression dans des conditions correctes. Alors une des questions qui a été posée, c'est est-ce que c'est difficile d'opérer comme ça? Et donc il y avait aussi un questionnaire que remplissait le chirurgien. Et là, c'est une des limites de l'étude, c'est clair. On ne peut pas dire que Revaz était aveugle. Ce n'est pas possible. Il se rendait compte, il savait très bien s'il avait 8 ou s'il avait 12 de pression. Si le gaz est humidifié ou froid, ça je ne suis pas sûr qu'il se rendait compte. Les dispositifs étaient cachés, c'est moins facile à mettre en évidence. Mais la pression 8-12, il le savait. Ça c'est clair, il s'en rend compte, parce que si on aspire le moindre à 8, immédiatement on perd le pneumo-péritoine. Donc vu l'habitude qu'il a, il est évident qu'il n'était pas complètement aveugle. Mais il n'a pas trouvé que c'était aussi difficile que ça de travailler, même si c'est un petit peu plus difficile de travailler en termes de vision, en termes de vision pour la dissection, en termes d'exposition, etc. Ça ne le fatiguait pas, et il n'avait pas de douleur musculaire ou articulaire à la fin de l'intervention. Mais Revaz, c'est pareil, il fait 1m95, 90 kg, c'est une force de la nature, donc ce n'est pas non plus forcément transposable à tout le monde, les résultats qu'il a obtenus. En plus, il a un entraînement que tout le monde n'a pas forcément. Mais je crois que cette étude, c'est une des premières preuves. Il y a eu des études prospectives sur la cholécystectomie, mais des études prospectives randomisées sur des interventions de longue durée, il n'y en a pas beaucoup, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres même, et c'est une des premières preuves que l'environnement péritonéal a un vrai impact sur les suites opératoires. Je crois que je suis très heureux de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui, parce que vraiment, c'est pour moi quelque chose qui a commencé en 1991, on est 25 ans plus tard, et enfin, on arrive à un résultat clinique. Il faut être têtu des fois, et il faut être sûr de là où on veut aller, ou en tout cas, il faut être sûr de ses convictions. Heureusement, je n'étais pas tout seul dans ses convictions, et je veux rendre hommage en particulier à Philippe Coninx, qui a lui aussi publié une étude randomisée, qui est une étude randomisée probablement méthodologiquement un peu moins bonne, sur un conditionnement péritonéal, dans lequel il modifie différents paramètres, il ajoute de l'oxygène, il ajoute du NO2, il joue sur la température du péritoine en le refroidissant, il ajoute des corticoïdes en fin d'intervention, et avec ça, dans une étude prospective à laquelle aucune patiente n'a refusé de participer, ce qui est toujours un petit peu bizarre, il montre quand même qu'il y a une diminution des adhérences post-opératoires, une diminution de la résorption du gaz, et donc un effet sur la douleur en post-opératoire. Autrement dit, il confirme quelque part ce que nous on a montré. Il l'a publié en 2013, avant nous. Malheureusement, cette étude n'a pas été reproduite depuis, et l'environnement technologique qui l'accompagne n'a pas pu être disséminé dans d'autres blocs opératoires pour le moment. Donc voilà, juste mon message. Oui, cette hypothèse que le pneumo-péritoine peut être un traitement va se confirmer. Vous allez devoir apprendre à travailler à basse pression, et vous allez devoir apprendre à utiliser votre pneumo-péritoine comme un traitement de vos patientes, peut-être pour augmenter la fibrose si vous traitez un prolapsus, peut-être pour diminuer les adhérences si vous opérez encore quelques patientes infertiles, ce qui tend à disparaître. Mais voilà. Et puis si vous avez envie de vous poser des questions sur le futur de la chirurgie, pas sur la chirurgie de l'endométriose, je vous rassure, parce que c'est toujours les mêmes, pas sur la chirurgie des prolapsus, parce que je n'y vais pas souvent, mais je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup non plus. Non, sur le futur de la chirurgie en général, qu'est-ce que c'est la qualité en chirurgie, qu'est-ce que c'est le futur de la robotique et qu'est-ce qu'on va nous proposer, comment l'intelligence artificielle va venir bouleverser votre pratique. Est-ce que vous allez vous retrouver dans un cockpit d'avion où on va enregistrer tout ce que vous faites? Voilà, si vous voulez vous poser des questions sur tout ça, vous êtes obligé de venir à Clermont-Ferrand au mois d'avril prochain pour écouter notre congrès et y participer, parce que j'espère que vous pourrez y participer nombreux. Merci beaucoup. Je vais vous parler donc de la chirurgie endoscopique midi-invasive et de la RAC surtout, et de la faisabilité des deux phénomènes. Tout ça dans une collaboration le plus fructueuse possible. Alors pour poser le problème, je me demandais est-ce que la RAC c'était utile. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui date des années 90, qui a été mis en place par un certain Kellett, Henrik Kellett, qui cherchait à visionner de façon globale la prise en charge d'un patient pour en diminuer les complications post-opératoires. Plusieurs protocoles s'en sont suivis, ainsi que la création d'Annabelle Grasse en 2014. Le but est de diminuer la durée moyenne de séjour et les complications per et post-op. Ça repose sur une idée qu'un résultat plus vite acquis est un résultat complet.
3 points importants. Fondement scientifique des mesures appliquées. Il faudra que chaque partie prenante d'un protocole de RAC soit au sommet de ses connaissances. Il faudra que le patient soit bien sûr acteur des soins et que le travail soit fait en équipe. Et c'est ça qui nous incombe dans cet exposé. Donc, c'est une stratégie ayant en 3 points pour le patient, pour les praticiens et puis pour, bien sûr, les parties administratives. Bon nombre de textes le témoignent. Ça s'adresse à peu près à tous les patients, même s'il y a des freins pour les patients, on va dire les plus lourds, puisque le but est de diminuer les complications absolues. Ça s'adresse également à toutes les chirurgies, même si au début ça concernait la chirurgie digestive. La chirurgie gynécologique maintenant est au fait de ce problème. Donc une fois qu'on a dit que la RAC c'était utile, est-ce que on est en droit de se poser la question à savoir est-ce que la chirurgie micro-invasive n'est-elle pas dangereuse pour la RAC? Alors je ne vais pas vous rappeler ici ce qu'est la chirurgie micro-invasive, vous savez bien sûr bien mieux que moi, mais depuis les années 80 où elle s'est développée, elle a peu à peu remplacé bon nombre de chirurgies, notamment la parotomie. Et on est en droit de se poser la question de savoir si cette technique n'est-elle pas, on va dire, n'est-elle pas dangereuse pour un protocole de RAC. Alors effectivement, il existe des complications, comme vous pouvez voir ça, mais quand on regarde une méta-analyse que j'ai pris là sur 4 séries, notamment avec de nombre de patients importants, on s'aperçoit que le nombre de complications en chirurgie gynécologique sous célioscopie est relativement modéré, puisqu'il est inférieur à 1%, et que les auteurs finalement concluent que la chirurgie gynécologique n'est finalement pas dangereuse et qu'elle peut apporter des avantages, et que si on l'évalue par rapport à la laparotomie, elle possède de nombreux avantages, à savoir la diminution des douleurs, la diminution de la mortalité, les problèmes d'iléus, ça améliore les fonctions respiratoires, ça diminue les pertes sanguines, enfin beaucoup de choses. C'est même, comment dirais-je, très adapté aux personnes âgées, et c'est donc un objectif du programme de RAC. Donc, une fois qu'on a posé ces 2 questions, puisqu'on voit que la RAC c'est utile, que la chirurgie finalement micro-invasive pour un programme de RAC c'est relativement acceptable, donc comment concilier les deux? Comment donc concilier l'intérêt réel de la RAC pour qu'une chirurgie et d'une chirurgie spécifique exigeante au sein d'une organisation humaine pluridisciplinaire pour que ce ne soit pas une foire d'empoigne, qu'on peut voir ici, que tout le monde aille dans le même sens, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Alors, la RAC, en fait, ce sympathique monsieur nous dit que c'est une harmonisation, une standardisation en fait des procédures, mais ça possède certains freins puisque c'est pas une problématique innée et que nécessite notamment la formation d'équipes médicales, que ce soit médicales, paramédicales, personnel de nuit, personnel de jour. Ça nécessite également une communication importante entre toutes les parties prenantes et que ça pose également des problèmes médico-légaux, notamment en termes de sécurisation optimale et pour les personnes sorties à domicile. Les freins de la RAC, ils existent, puisqu'en fait, si les mesures ne sont pas clairement comprises, clairement expliquées, eh bien, elles ne sont pas forcément suivies. Et puis, on s'aperçoit que plus les équipes sont habituées à travailler entre eux, plus les protocoles sont suivis. Donc, pour concilier la RAC et pour concilier, en fait, la chirurgie micro-invasive, il est nécessaire de faire le point sur, dans le premier temps, la pratique efficace en équipe et dans un deuxième temps, la maîtrise technique permettant la mise en place de ces différents programmes. Alors, pour la pratique en équipe, pour une équipe efficace, c'est une suite de trivialités, mais qui sont indispensables à mettre en place afin de pouvoir réaliser ce programme. Dans un premier temps, le dossier médical. Il doit être consultable par tous. La consultation de chirurgie et d'anesthésie doivent être présentes dans le dossier. Elles doivent également comporter des éléments pertinents donnés à la famille ou aux représentants légaux. Le choix de la technique anesthésique est également colporté, même si il doit changer, il sera également tracé. Par la suite, si les consultations spécialisées sont demandées, elles sont tracées, et c'est à la suite de quoi chirurgiens et anesthésistes se définiront en fait la date de l'opérabilité.
Il est également nécessaire d'avoir dans une organisation pour une équipe efficace un programme opératoire avec un programme de bloc hebdomadaire, des rajouts ou une priorisation en fonction des urgences qui seront également concertés. De plus, les règles de sécurité sont importantes avec une définition des médecins, notamment responsables du traitement. Le traitement habituel du patient sera toujours le même médecin, si possible. L'identification, bien sûr, du chirurgien et de l'anesthésique responsable de l'intervention, des visites post-opératoires et des procédures d'appel d'urgence. Enfin, pour la réalisation d'une équipe efficace, toujours, il faudra que la checklist soit réalisée par les médecins, c'est-à-dire les chirurgiens et les anesthésistes, le plus souvent avant le coup de bistouri. La procédure et les protocoles, c'est-à-dire le rôle de chacun, seront bien sûr définis, ainsi que les événements indésirables notés, les conseils de bloc réalisés, et tout ça consigné dans une charte de bloc pour que tous ces éléments soient colligés, acceptés et compris par tous. Le tout sera validé, bien sûr, par la direction et la CME. Donc, une fois qu'on a mis en place les points nécessaires à la réalisation d'un travail en équipe, il reste à mettre en place les points nécessaires à la maîtrise technique de tout un chacun, c'est-à-dire qu'impose donc la chirurgie micro-invasive sur le plan chirurgical, anesthésique et analgésique. Alors, sur le plan chirurgical, de toute façon, toute simple, c'est le matériel. Bon, ça, il n'y a pas de souci, vous commencez à être largement équipé. En ce qui concerne la maîtrise du geste, c'est bien sûr la formation du chirurgien, et c'est essentiel. Ça veut dire aussi que quand un chirurgien maîtrise son geste, il doit maîtriser l'échec et ne pas hésiter à convertir pour une raison précise. Et quand tous ces points sont à peu près observés, il n'existe que très peu de contre-indications finalement aux indications obstétricales pour gynécologique à la chirurgie micro-invasive. Pour l'anesthésique, il existe également des problèmes à résoudre qui existent de toute façon, mais qui sont à impacter de façon plus spécifique au niveau d'un programme d'ORAC. Alors, ils sont de plusieurs ordres. Ça, essentiellement la prise en charge du Trendelenburg. Dans un deuxième temps, ce sera la prise en charge du pneumopéritoine, de l'analgésie et de la technique anesthésique. Alors, le Trendelenburg aussi, vous connaissez tous, décubitus dorsal, tête en bas, ça permet de dégager bien sûr les anses. Et ça a des répercussions essentiellement cardiaques et respiratoires. Dans un premier temps, cardiaque, si l'angle est inférieur à 15 degrés, on n'assistera pas à beaucoup de répercussions, éventuellement une augmentation du débit cardiaque du fait du Trendelenburg, mais si par contre l'angle dépasse 15 degrés, il y a un véritable risque d'engorgement et d'hypodébit cardiaque. Au niveau de la ventilation, la position va favoriser la compression des bases pulmonaires, qui sont des bases pour lesquelles le rapport ventilation-perfusion est le meilleur, avec des risques d'hypoxie, et d'hypoventilation avec des risques d'hypercapnie. Donc, il existe également des risques de glissement, des risques de compression carotidienne pour lesquels la surveillance, en fait, j'ai envie de vous dire, anesthésiste en salle, sera largement suffisante. Ceci étant, ces complications existent et il faudra particulièrement bien les prendre en charge. Au niveau du pneumopéritoine, il y a plusieurs complications, alors notamment au niveau cardiaque, avec un impact au niveau du débit et de la tension. Alors pour des, on va dire, basses pressions, inférieures à 8 mm de mercure, il existe une gêne au retour veineux qui va se manifester par une chute de tension. Après 8 mm de mercure de pression, on assiste à des phénomènes qui sont des phénomènes de pseudo-clampage aortique qui vont augmenter la post-charge et créer des augmentations de résistance vasculaire, d'autant plus qu'ils s'activent au même moment le système rénine-angiotensine et vasopressine qui vont favoriser la tension, donc l'augmentation des résistances et la tension. On assiste donc globalement lors du pneumopéritoine et lors de la montée de la pression du pneumopéritoine à une chute de la tension, à une augmentation de la tension, et une chute du débit cardiaque. Voilà ce petit schéma qui vous rappelle en fait ce que je viens de dire. Il existe également des répercussions respiratoires avec une augmentation de la pression abdominale et un effet shunt qui aboutira à une hypoxie
et également une diffusion de CO2 qui vient s'ajouter à l'hypoventilation, aboutissant à une hypercapnie. Il n'y a pas de seuil d'hypercapnie pour lesquels il y a un interdit formel, mais on estime en gros qu'au-delà de 65 mm de mercure pour le capnie, il existe un risque, non pas d'hypercapnie, mais d'acidose, acidose étant inotrope négative et pouvant s'associer aux effets du Trendelenburg. Il existe également des effets rénaux, splanchniques, neurologiques, avec une augmentation de la pression intracrânienne, et des pertes thermiques en fonction, bien sûr, du gaz, avec les risques d'hypothermie. Donc, ceci, ce sont des effets qui existent lorsqu'on réalise un pneumopéritoine et qui sont systématiques, qui sont bien sûr adaptés au cas par cas en fonction du malade, et d'autant plus à prendre en charge lorsqu'on veut réaliser un programme de RAC et les inclure dans un protocole, de façon à en diminuer les effets, en diminuant l'impact. La douleur, je vais passer assez rapidement, pour revenir un petit peu après, est assez particulier sur la celluloscopie. Il s'agit de douleurs viscérales dues à la distension, des acidoses locales, qui sont bien sûr tout à fait prises en charge par les analgésiques. Il existe également la possibilité de baisser la pression, notamment avec l'insufflation et surtout par l'utilisation de curarisation. On peut également avoir des douleurs pariétales avec au niveau des orifices des trocars qui sont prises en charge par des infiltrations d'anesthésiques locaux. Et enfin, douleurs scapulaires qui, elles, sont dues à résidus d'air, vous le savez aussi bien que moi, et qui répondent bien à l'exsufflation soigneuse. Au niveau de l'anesthésie, il y a finalement très très peu de discussion puisque l'anesthésie rachidienne, c'est-à-dire péridurale ou rachianesthésie, n'a pas d'indication du fait de l'inconfort dû à la présence du pneumopéritoine et de la position en Trendelenburg. Il sera nécessaire d'avoir également recours à une intubation orotrachéale et éviter le masque laryngé devant un risque quand même important de régurgitation. Enfin, la curarisation sera quasiment obligatoire, ne serait-ce que pour limiter les pressions intra-abdominales. Il nécessitera donc une surveillance permanente et également une décurarisation pour minimiser bien sûr les effets post-opératoires. Au niveau de l'analgésie, elle sera donc multimodale, c'est-à-dire débuter en péropératoire avec des analgésiques balancés, relier péros le plus rapidement possible. L'anesthésie loco-régionale possède, comme ça vous a été dit précédemment, un effet important au niveau de l'épargne morphinique. Elle diminue les réactions endocriniennes, notamment notées au moment du pneumopéritoine, et elle consiste en fait à des infiltrations soit dans le péritoine, soit au niveau des trous du trocar. Enfin, il est également possible d'utiliser la lidocaïne intraveineuse pendant l'intervention et dans les post-op immédiats, qui est finalement demi-vie courte, une toxicité faible, qui est également un effet épargne morphinique et qui a une bonne action analgésique, notamment par son effet anti-inflammatoire. Donc, au vu de tout ça, lorsqu'on a réussi à concilier tous les personnels médicaux, paramédicaux, administratifs, et qu'on arrive à pouvoir concevoir un programme, je vous propose donc la mise en place d'un petit protocole concernant une hystérectomie sous cystoscopie. Alors, en ce qui concerne la période préopératoire, il faudra bien sûr informer la patiente. La prise en charge nutritionnelle sera importante, notamment avec maintenant une possibilité d'immunonutrition selon les recommandations actuelles en vigueur. La patiente sera bien sûr à jeun en préopératoire. Il faudra s'assurer d'un sevrage éthylique et alcoolique. Dépistage d'une anémie, bien sûr, obligatoire en préopératoire. La prémédication, quant à elle, ne sera pas systématique. Elle sera bientôt adaptée aux patients les plus anxieux, notamment lorsque, je vous le rappelle, on s'intègre dans un programme de RAC. Le lavement rectal suffira la plupart du temps à toute autre préparation, et la thrombo et l'antibioprophylaxie obéiront au protocole selon les recommandations en vigueur. Les corticoïdes, quant à eux, seront systématiques. Ils ont essentiellement comme but, en fait, l'idée d'augmenter la durée de l'analgésie loco-régionale, notamment, loco-régionale, pardon. En ce qui concerne la période péropératoire, il est nécessaire donc d'avoir recours à une anesthésie générale, comme on l'a vu, avec une ventilation assistée protectrice. Ça veut dire utiliser des petits volumes courants pour diminuer le traumatisme des alvéoles
et augmenter la pression expiratoire positive pour diminuer l'impact du train d'Eilenbourg et du pneumothorax sur ces mêmes alvéoles, alors que le volume courant est de petit volume. Il faudra également associer pendant cette intervention des manœuvres dites de recrutement, puisque le volume courant étant faible, on peut avoir affaire à des ectalectasies. Recrutement étant, pour donner un synonyme, l'équivalent d'un soupir, parce que vous faites tout en ventilation spontanée. Voilà, les protocoles anesthésiques donc se borneront avec une épargne morphinique. Un monitorage notamment de la profondeur est important, justement quand on veut s'intégrer dans le programme de RAC. Et la prévention des nausées, vomissements post-opératoires est bien sûr de rigueur. Les patients seront curarisés et l'analgésie péropératoire sera assurée essentiellement donc par l'infiltration, par la lidocaïne intraveineuse éventuellement, et les anesthésies comme les péridurales sont bien sûr proscrites. La voie d'apport sera chirurgicale, mais sera une voie mini-invasive, mais une conversion ne contre-indique pas l'intégration dans un programme de RAC. La prévention de l'hypothermie sera bien sûr obligatoire. La sonde gastrique ne le sera pas, et le drainage abdominal non plus. Et s'il est mis en place, il est préconisé qu'il soit inférieur à 48 heures. Enfin, pour la période post-opératoire, il est nécessaire d'avoir un contrôle glycémique assez juste, puisqu'il a été corrélé au taux de survie et de morbidité en réanimation, mais en anesthésie aussi. Le sondage vésical ne sera pas obligatoire, la prévention bien sûr des nausées encore une fois, et celle de l'iléus par l'utilisation moindre de morphinique par tous les moyens qu'on vient de citer. L'analgésie donc post-op sera multimodale avec une épargne morphinique et une efficacité surtout importante à obtenir pour pouvoir obtenir une mobilisation précoce. Elle sera débutée bien sûr pendant l'intervention et relayée péros le plus rapidement possible. En ce qui concerne les préventions des complications respiratoires, elles seront également de mise parce que nous sommes de plus en plus confrontés à des patientes un peu obèses. Il ne sera pas exclu d'utiliser des ventilations non invasives, même en salle de réveil, pour pouvoir éviter des atelectasies. Donc, programme de prise en charge des complications respiratoires et les complications et la réalimentation et la mobilisation seront également réalisées le plus précocement possible. Donc, en conclusion, moi j'ai envie de vous dire que la RAC et la chirurgie micro-invasive, donc c'est possible. C'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. Dans un deuxième temps, c'est un problème surtout de cohésion, de cohérence et de communication entre nous. Ça pour faire adhérer les protocoles, les recommandations et même au moment de chaque spécialité concernée. Et enfin, il faudra donc bien se connaître, bien s'écouter, se parler pour s'aimer très fort. Voilà. Alors la chirurgie robotique, ça a commencé il y a plus de 30 ans maintenant, avec des indications essentiellement en neurochirurgie, en chirurgie urologique, en chirurgie cardiaque. Et donc en 97, on a eu une première intervention gynécologique, une chirurgie tubaire avec un robot alors utilisé. C'est en 99 que le robot Da Vinci, donc qui est actuellement celui que nous utilisons, est apparu, et c'est en 2000 que la FDA a accordé donc l'autorisation de la chirurgie robot-assistée en chirurgie abdominale. Pour ce qui nous concerne, c'est en 2005 qu'a eu lieu la première hystérectomie. Et donc on va voir par la suite que donc, tout s'est ensuite précipité en chirurgie bénigne et puis très rapidement aussi en chirurgie cancérologique. Alors le système Da Vinci, donc le système chirurgical Da Vinci, a eu également une évolution depuis son apparition en 99. Donc avec la première génération de robots, donc qui était le Da Vinci S. La deuxième, le Da Vinci SI, qui a eu pour intérêt d'avoir une double console qui permettait à la fois de travailler à deux opérateurs, de pouvoir aider des plus jeunes, et puis aussi qui était doté d'un système de simulation. À partir de cette génération, on a aussi ajouté aux autres intérêts de la chirurgie robot-assistée la fluorescence. Et puis la dernière génération, donc le Da Vinci XI, qui est un système donc, qui est beaucoup plus ergonomique puisqu'il est beaucoup plus maniable, avec aussi une mobilisation de la table en même temps que le robot.
l'ensemble de les particularités de la chirurgie robotique, et c'est donc là qu'on peut attendre des bénéfices. C'est d'une part au niveau de la vision pour le chirurgien, puisqu'on a une vision haute résolution. On a une vision au niveau de la console qui est une vision 3D, donc qui permet vraiment d'amplifier l'image. Au niveau du geste, donc l'utilisation du robot permet de limiter le tremblement, donc d'avoir une dextérité et une précision du geste et de la dissection bien plus grande. Et donc ce qui est permis aussi donc, grâce aux différents instruments. Alors tous ces intérêts, donc on a parlé d'exposition, de vision 3D, de précision. Il y a aussi l'ergonomie, bien sûr, pour le chirurgien, puisque c'est effectivement plus confortable de travailler assis à la console plutôt que de rester pendant de nombreuses heures debout en célioscopie. Donc doit permettre de mieux voir l'anatomie, de permettre des dissections plus faciles, d'améliorer l'hémostase. Et puis aussi, on l'espère, faciliter l'entraînement et la courbe d'apprentissage du chirurgien. Alors, quelles sont les indications en chirurgie gynécologique cancérologique? Donc, très rapidement, donc, les premières études se sont portées donc, sur la chirurgie des cancers des cancers de l'endomètre, à la fois pour ce qui est actuellement donc ce qu'on classe donc des prises en charge différentes pour les cancers à bas risque, puisque ce sont donc des patients qui actuellement doivent avoir une hystérectomie sans curage éventuellement associée à une technique du ganglion sentinelle, et donc les cancers de l'endomètre à haut risque, pour qui actuellement on recommande donc une hystérectomie avec des curages non seulement pelviens mais aussi lombo-aortiques et éventuellement une omentectomie en cas de type séreux. Dans les cancers du col, donc le robot trouve aussi sa place donc pour les cancers du col précoces, avec donc l'hystérectomie radicale avec curage pelvien ou ganglion sentinelle. Et la chirurgie robotique a aussi été décrite pour les cancers du col localement avancés, à la fois dans les curages lombo-aortiques de stadification, mais aussi pour la chirurgie de clôture, même si on ne la pratique plus beaucoup. Alors, quels sont rapidement les principaux résultats? Pour ce qui concerne les cancers de l'endomètre, donc il y a eu beaucoup d'études dans la littérature, essentiellement, beaucoup d'études américaines, donc là je vous rapporte les résultats d'une revue systématique d'une méta-analyse de 19 études, donc qui représentent plus de 3000 patientes. Globalement, les seuls éléments qui ressortent comme significativement donc plus intéressants par chirurgie robotique par rapport à la célioscopie, donc c'est un gain au niveau des pertes sanguines, donc on a moins de pertes sanguines, on a moins de conversions, et on va revenir dessus après, mais probablement aussi parce que, vous le savez, ce sont des patients qui bien souvent sont obèses et qu'on a un risque de conversion plus important dans cette population. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'on a une diminution de la durée d'hospitalisation. Donc, l'un des autres intérêts dans la chirurgie des cancers de l'endomètre, c'est effectivement de pouvoir faire cette stadification chirurgicale pelvienne et lombo-aortique, puisque c'est une des limites du développement de la chirurgie mini-invasive dans les cancers de l'endomètre. Cyril Huchon avait fait il y a quelques années une étude française sur les voies d'abord en France, dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, sur la voie d'abord des cancers de l'endomètre, et montrait qu'en réalité, il y avait très peu de chirurgie mini-invasive. La chirurgie robotique est un des intérêts pour pouvoir essayer de diffuser cette voie d'abord mini-invasive. Donc on a présenté cette année au CERC donc des résultats d'une étude donc sur des patientes à haut risque donc qui ont bénéficié d'une chirurgie de stadification complète. Donc ça représentait, donc c'est une étude qui a été faite donc avec le CRG. Donc avec plus de 700, plus de 60 patientes. Donc on a montré des résultats tout à fait satisfaisants avec un taux de conversion autour de 7%, aucune complication péropératoire et des complications post-opératoires mineures chez ces patientes.
Alors, dans le cancer de l'endomètre, l'un des grands avantages, je vous l'ai dit, c'est aussi bien sûr l'obésité, puisque c'est une des limites de la chirurgie mini-invasive donc dans cette population. Donc là, une étude pour montrer que si on compare donc des patientes obèses opérées par chirurgie robot-assistée ou par laparotomie, la chirurgie robot-assistée, et là vous me direz, c'était aussi vrai de la chirurgie mini-invasive, permet de diminuer les pertes sanguines, les transfusions, de limiter le taux d'infection de parois. On réduit la durée d'hospitalisation. Les durées opératoires, évidemment, sont plus longues, mais ce qui était moins vrai quand on considère les patientes super obèses, donc avec un indice de masse corporelle à plus de 50. Et puis enfin, un taux de laparoconversion qui est relativement faible. Une autre étude prospective, cette fois-ci, qui compare donc des cancers de l'endomètre pris en charge par chirurgie robot-assistée. Et donc, ils ont fait donc 3 groupes de patientes avec BMI normal, patientes obèses et patientes ayant une obésité morbide, c'est-à-dire au-delà de 40. Et donc, des groupes qui étaient comparables donc en dehors de l'indice de masse corporelle et du score ASA, et dans les 3 groupes, complications périopératoires comparables. Ceci est vrai même en cas de superobésité, donc la superobésité c'est au-delà de 50. Donc une autre étude rétrospective cette fois-ci, comparant donc des patientes prises en charge pour un cancer de l'endomètre et opérées par chirurgie robot-assistée. Ce qu'on constate, c'est que donc les seules différences significatives, c'était sur le type d'intervention et les gestes réalisés, c'est-à-dire qu'en pratique, les patientes super obèses avaient moins de curage pelvien et lombo-aortique réalisé, ce qui se traduisait par une durée opératoire plus courte dans cette population. Et également donc des taux de conversion un petit peu plus importants chez les patientes super obèses. Par contre, si on s'intéresse aux complications post-opératoires, eh bien dans les 2 groupes, alors vous me direz qu'effectivement la chirurgie était un petit peu, les gestes étaient moins importants, mais en tout cas des complications post-opératoires comparables. Rapidement, la chirurgie robot-assistée a probablement aussi un intérêt dans la population âgée. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature, mais globalement, on montre de très bons résultats, ce qui est aussi vrai de la chirurgie cœlioscopique, mais donc là, sur une étude sur près de 2000 patientes, où on comparait la cœlioscopie à la chirurgie robot-assistée. Donc, l'étude mettait en évidence des durées d'hospitalisation de plus de 3 jours moins importantes dans le groupe robot, moins de complications, moins d'iléus post-opératoire et une tendance à moins de complications thromboemboliques en cas de curage. Dans le cancer du col, donc la chirurgie robot-assistée, c'est aussi évidemment largement développé. On le comprend facilement, puisque je vous ai dit que l'intérêt du robot, c'était d'avoir une précision du geste, de bien voir l'anatomie. Donc, ça paraissait une évidence que c'est un outil intéressant pour cette chirurgie. Les résultats de la méta-analyse de 15 études, comportant 9 études prospectives, comparant la chirurgie robot-assistée à la chirurgie cœlioscopique dans les cancers du col précoce, montre comme seul qui est un bénéfice, comme bénéfice à la chirurgie robotique, donc la diminution de la perte sanguine et une durée d'hospitalisation plus courte. On en a parlé tout à l'heure sur la session précédente. Effectivement, la nerve sparing surgery, c'est aussi la cœlioscopie a permis son développement et l'amélioration de la vision par la chirurgie robot-assistée a évidemment conduit donc à de nombreuses études il n'y en a pas eu tant que ça, mais des études sur le sujet qui ont montré donc la faisabilité évidemment de la nerve sparing surgery par chirurgie robot-assistée, avec une diminution des pertes sanguines, des transfusions et une diminution des complications péropératoires. Pour ce qui est du cancer du col avancé, les données sont un peu plus limitées. Alors il y a eu différents essais, certaines équipes ont donc fait des voies d'abord par un abord transpéritonéal,
un abord extra-péritonéal qui initialement était un peu compliqué. Donc nous, on avait publié il y a quelques années sur la voie d'abord extra-péritonéale avec le robot. On avait à l'époque la première génération de robots. Et c'est vrai qu'on était un petit peu limité par l'encombrement des bras sur une petite surface. Je pense que les choses vont évoluer. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent déjà dessus pour, effectivement, avec la dernière génération de robots qui est beaucoup moins encombrante et qui permettra de gagner du temps dans l'installation. Et après, au niveau de la dissection, on est vraiment, c'est beaucoup plus simple par chirurgie robot-assistée. Il y a aussi eu quelques données, mais assez limitées. Et puis, je pense qu'effectivement, on sera de moins en moins amené à faire des chirurgies de clôture, mais donc c'est aussi un des intérêts, puisqu'après ces patientes qui ont été irradiées, avec les risques, la difficulté de la dissection et les risques urétéraux et vésicaux qui existent, c'est sans doute effectivement la chirurgie robot-assistée peut avoir un intérêt. Alors donc, que ce soit dans les cancers du col ou dans les cancers de l'endomètre, vous savez que le ganglion sentinelle a actuellement largement été étudié, même s'il n'est pas encore validé. C'est effectivement une technique intéressante. Les techniques qu'on utilisait jusqu'à présent, c'était donc une technique combinée associant l'injection d'un produit coloré et d'un radioisotope, avec les limites à la fois organisationnelles que cela peut avoir, donc de médecine nucléaire, des problèmes de radioprotection, des problèmes d'allergie au bleu. Donc le robot a permis le développement d'une nouvelle technique pour la recherche du ganglion sentinelle, c'est la technique par fluorescence. Donc la fluorescence a pour intérêt par rapport à l'isotope d'être injectée pendant l'intervention avec une migration qui est très rapide. Donc là vous voyez le film, donc on est en robot et donc on passe d'une lumière normale à une lumière par fluorescence et ça permet de visualiser directement les ganglions fluorescents. Donc c'est plus simple d'organisation. On commence maintenant à avoir pas mal de données dans la littérature pour montrer qu'au niveau de taux de détection de valeur diagnostique de la technique, c'est une technique excellente qui est équivalente non seulement à la détection isotopique qui était meilleure que la détection colorée, mais qui est sans doute même équivalente, voire même meilleure que la technique combinée. Donc le robot permet cela parce que depuis donc, la deuxième génération, le système est doté de cette lumière par fluorescence qui permet de faire facilement de la biopsie du ganglion sentinelle. Alors le robot, c'est aussi, ça c'est sans doute plus l'avenir. Donc tout ce dont je vous ai parlé, ce sont des choses qui se font déjà, les indications actuelles de chirurgie robotique. Et puis à l'avenir, le robot, ça va être sans doute de repousser encore plus en chirurgie cancérologique, gynécologique, les indications de chirurgie mini-invasive. On a parlé que ce soit pour l'obésité, pour les cancers de l'endomètre à haut risque, mais aussi dans les cancers du col, donc la prise en charge des récidives. Donc là, vous voyez une étude qu'on a, donc un film d'une patiente qui a bénéficié d'une pelvectomie antérieure avec Bricaire par chirurgie robot-assistée. C'est aussi la possibilité de faire des chirurgies sur des récidives ganglionnaires isolées avec des dissections compliquées. Et puis dans le cancer de l'ovaire, c'est encore pas énormément développé en France, mais les choses sont vraiment beaucoup développées aux États-Unis, que ce soit pour les stades précoces, mais aussi sur les chirurgies d'intervalle ou les récidives opérables de cancer de l'ovaire. Alors, ça, c'est une courbe aux États-Unis qui est difficilement transposable à ce qui peut se passer en France, mais pour montrer qu'effectivement, depuis l'arrivée de la chirurgie robot-assistée aux États-Unis, eh bien, on a assisté à une explosion de la chirurgie mini-invasive qui était d'autant plus marquante que les Américains n'avaient pas notre culture de la célioscopie. Donc on n'aura sans doute pas, on ne peut pas s'attendre à avoir le même type de courbe en France puisque le robot n'est pas censé remplacer la célioscopie dans toutes ses indications, mais ça permettra sans aucun doute de repousser les indications de chirurgie mini-invasive. Alors rapidement, pour dire que on peut faire, puisque c'est une thématique à la mode, on parle de chirurgie ambulatoire.
la chirurgie robot-assistée qui permet également, puisqu'on a dit que la chirurgie à basse pression était importante, on travaille avec des pressions autour de 8 en chirurgie robot-assistée, ce qui permet donc d'améliorer le post-opératoire. Et donc, ça paraît aussi tout à fait envisageable de le faire en chirurgie ambulatoire, là, avec une étude, quelle que soit la pathologie confondue, qui montrait donc des bons résultats en chirurgie ambulatoire. Et une autre étude, donc, dans un centre dans lequel ils sont passés à une politique de chirurgie ambulatoire et ils sont passés d'un taux de 4% à près de 70% de chirurgie ambulatoire, donc dans une équipe qui veut vraiment développer cela. Le robot, c'est évidemment la formation et la courbe d'apprentissage. Alors la courbe d'apprentissage, on le comprend bien parce qu'effectivement, quand on a essayé de faire de la chirurgie robot-assistée, on se rend compte que les choses sont simples. Et puis quand on a déjà le bagage de la célioscopie, les choses sont encore plus simples. Et puis au niveau de la formation, alors on parle beaucoup de formation chirurgicale et de la difficulté de pouvoir le faire de manière sécure. Le robot permet à la fois avec la simulation que l'on peut faire avec la double console et cette double console qui permet d'aider les plus jeunes de favoriser la formation chirurgicale. Alors évidemment, on ne peut pas parler de robot sans parler de coût. C'est sans aucun doute un des principaux freins à son développement, c'est qu'effectivement, le robot a un coût vraiment qui explique la limite de sa diffusion, avec, donc, comme vous le voyez, effectivement, des investissements donc, entre 2 et 2,5 millions d'euros. Il y a le coût de la maintenance également, et puis il y a le coût des consommables à chaque intervention. Globalement, le coût, alors il y a eu des études faites sur le coût de la chirurgie robot-assistée qui sont toutes différentes puisqu'elles n'intègrent pas forcément les mêmes coûts. Quand on parle, pour pouvoir évaluer de manière correcte le surcoût ou le coût global de la chirurgie robot-assistée par rapport à la célioscopie, il faut intégrer non seulement les coûts d'intervention post-opératoire, et puis aussi toutes les réhospitalisations, les consultations en urgence. Donc c'est pour ça que les études sont un petit peu... pour l'instant, plaide plutôt sur le fait que la chirurgie robot-assistée, globalement, est plus chère que la célioscopie. Donc, en conclusion, je ne dirais pas que la chirurgie robot-assistée doit remplacer la célioscopie, c'est faux. Pour moi, c'est un outil, c'est une évolution de la chirurgie célioscopique, un outil supplémentaire qui a son intérêt dans la chirurgie compliquée, donc que ce soit dans les territoires anatomiques complexes ou parce que les patientes sont complexes. Ça va permettre de repousser encore plus les limites de la chirurgie mini-invasive. On va probablement assister à son développement en chirurgie ambulatoire. Et puis, évidemment, pour la courbe d'apprentissage et la formation, c'est un intérêt majeur. Je vous remercie. Merci Anne-Sophie. Le gold standard en hystéroscopie, c'est ce que vient de dire Jean-Louis Bénifla. On dilate jusqu'à 9, 10 mm. On utilise l'hystéroscope bipolaire au sérum physiologique. Le gold standard en hystéroscopie, d'une manière innovante, c'est aussi de prendre en considération, bien évidemment, toutes les complications. On verra en quoi les thérapeutiques innovantes peuvent nous aider dans la prévention, que ce soit des perforations, des problèmes de gestion des fluides, du problème d'embolie gazeuse, du problème de synéchie. À l'heure actuelle, en 2017, il faut bien évidemment une cartographie précise avec des outils innovants, là encore, échographie 3D, hystérosonographie, et pas oublier une hystéroscopie, une échographie post-op, c'est du gold standard avec des techniques innovantes de vaginoscopie en consultation et d'hystéroscopie qu'on ne fait pas au bloc opératoire, bien évidemment. Donc de nouveaux acteurs sont apparus de ces dernières années en hystéroscopie, les morcellateurs endo-utérins. Il y en a 3 sur le marché, on y reviendra. Le système EOS, dont on a vu une magnifique démonstration ce matin par le docteur Castin, avec son optique déportée et son canal de 27 French qui permet d'utiliser des instruments de manière de plus gros diamètre. Les mini-rectoscopes et puis la vaporisation laser. Ce qu'il y a de nouveau également, c'est finalement des nouvelles procédures qu'on ne faisait pas, la rétention trophoblastique, la rétention placentaire, les cures d'Ismocel,
la destruction d'endomètres, même si ça fait quelques années qu'on en fait maintenant, qui reste toujours un débat quant à son coût dans les blocs opératoires. Les promesses du Scientrit hystéroscopie qu'on aimerait bien mettre en place tous dans nos blocs, mais qui a des contraintes budgétaires qui ne sont pas toujours facilement contournables localement. Donc on va parler de tout ça. Donc les morcellateurs endo-utérin, il y en a 3. Un développé par Smith & Nephew, le TruClear, un développé par Société Logique, le MyoSure, et puis un développé par Storz, le Bugatti Shaver. Ils ont chacun leurs caractéristiques propres. Celui de Storz est réutilisable, les autres non. Seul celui d'Ologic a la possibilité d'être utilisé sur une pompe non dédiée spécifiquement. On peut dilater de manière moindre. Vous voyez qu'il y a différentes tailles, par exemple pour les MyoSure ou pour les TruClear, avec différents types de morcellateurs qui existent. Les avantages de ces morcellateurs, c'est une dilatation moins importante, donc théoriquement, moins de déchirures cervicales, moins de perforations utérines, moins d'utilisation de sérum physiologique et donc moins de troubles de résorption. L'énergie mécanique, a priori pas d'accident électrique, pas d'effet thermique, donc peut-être moins de synéchie. Tout ça, pour l'instant, en hystéroscopie, l'evidence-based medicine n'est pas très très avancée. On a du mal déjà à démontrer dans les recommandations qui avaient été faites par Xavier Defieux un avantage majeur de l'énergie bipolaire par rapport au monopolaire. Donc on n'est pas encore à pouvoir démontrer, hormis le gain de temps, des réels bénéfices, même si on les présume fortement sur ces techniques innovantes. Pas de production de bulles, donc probablement aussi là encore un risque on diminue le risque d'embolie gazeuse. L'avantage également, donc c'est une meilleure vision parce que ça gère les copeaux et ça gère les bulles et donc un gain de temps opératoire qui est important quand on connaît le temps d'occupation des blocs, mais ça reste des interventions qui peuvent être courtes où le bénéfice n'est pas forcément très flagrant. Donc les grandes indications, les polypes, les fibromes type 0 et 1. Les fibromes de type 2 ne sont pas forcément accessibles à ce genre d'appareil, vous en doutez bien. Certains proposent des sections de cloison, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure indication des morcellateurs, mais néanmoins c'est faisable. L'endométrectomie superficielle, ça peut être intéressant chez les patientes qui ont un endomètre un petit peu épaissi de réaliser ce geste-là. Le système EOS maintenant, donc c'est des vidéos que j'ai empruntées, que gentiment Nicolas m'a gentiment donné pour la présentation, puisque je n'ai pas la chance d'avoir EOS à Angers. C'est un système en Vansenfresh et l'avantage principal, c'est le canal opérateur de 3 mm qui permet de mettre des instruments, des ciseaux, des pinces de grand diamètre, comme on l'a vu ce matin, des ciseaux qui ont une belle taille, vous le voyez sur l'image. Donc on coupe le polype, le fibrome, et ensuite on va aller le chercher avec une pince. L'avantage, bien sûr, on dilate, on va dilater jusqu'à 9. Je vous rappelle, 1 mm, c'est 3 French, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Et on peut faire éventuellement ces blocs-là sous bloc paracervical, en anesthésie locale, sans forcément être au bloc opératoire. Et voilà, on retire le polype. C'est exactement la même chose qu'a fait Nicolas ce matin. Donc les avantages théoriques de ce genre d'instrument, c'est là encore une énergie uniquement mécanique, donc pas de risque de brûlure thermique. On est quand même beaucoup plus serein, même si peut-être que les ciseaux ça peut faire peur quand on laisse un interne ou même soi-même qu'on opère. On n'a pas peur si on perfore, on pense qu'il n'y aura pas de risque de diffusion et donc probablement pas de brûlure digestive derrière en cas de perforation. Peut-être probablement moins de synéchie, puisqu'on n'aura pas agressé l'endomètre avec nos instruments.
Et puis, on peut du coup très bien couper les cloisons. On voit que c'est également innovant de faire éventuellement des gestes un petit peu compliqués sous guidage éco. On gonfle la vessie avec 200 cc de sérum physiologique. On peut mettre au bloc, si on a la chance d'avoir un peu de sous, un appareil équipé d'une sonde 3D pour faire cette coupe frontale et faire un guidage éco 3D directement au bloc. Ces 2 vidéos sont à Nicolas. Moi, j'utilise fréquemment le guidage éco au bloc opératoire pour les cloisons. Ça évite, quand on est à la fois d'être ni trop timoré ni trop téméraire, et d'avoir un taux de section en un temps qui est supérieur. Donc on voit très bien en échographie, on n'est pas comme si on utilisait par exemple un Betoki avec une perturbation de l'image échographique dès lors qu'on appuie sur la pédale avec des interférences manifestes, mais on voit la rapidité du geste de coupe grâce à ce système-là. À côté donc on peut traiter différents types de pathologies, les polypes, les fibromes, les rétentions, les synéchies. À côté de ça, on a également les mini-rectoscopes. Le premier, ça a été le Princess développé par Wolf avec un diamètre de 21 French, soit du 7 mm. Actuellement, toutes les sociétés proposent leur mini-rectoscope ou sont en cours de le développer. Celui que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui qui est développé par Delmont Imaging, qui fait 6 mm, 18,5 French, qu'on voit ici en train de resséquer un fibrome. Donc c'est vrai qu'on a l'avantage vraiment de la résection qu'on connaît en dilatant de manière plus importante, mais avec des diminutions de complications liées à la dilatation, probablement moins de perforation, probablement moins de synéchie cervicale. A priori, ça devrait vraiment s'imposer comme le gold standard pour les patientes infertiles chez qui on n'a pas forcément envie de trop dilater. Chez les patientes ménopausées, on sait que c'est chez ces patientes-là chez qui il peut être difficile d'aller dilater parfois au-delà de 6, 7. Le matériel reste identique avec une longévité qui est similaire aux hystéroscopes classiques, et tous les instruments sont possibles, des couteaux, des anses, des ciseaux, des rollerballs pour faire les endométrectomies. Donc ça devrait pour moi s'imposer à terme. Après, on ne va pas renouveler tous les parcs forcément du jour au lendemain, mais ça pourrait vraiment devenir le gold standard de demain, puisqu'on peut traiter toutes les pathologies avec ce genre de mini-rectoscope. Le CN-Treat, c'est vraiment un serpent de mer, puisque je pense qu'il y en a certains qui le font. Une des bonnes indications, c'était peut-être les échours, mais malheureusement, on connaît l'histoire. L'idée, c'est vraiment de faire des gestes d'hystéroscopie en salle dédiée, comme on le fait à l'anglo-saxonne, même si on se compare toujours à eux, et c'est très différent finalement de ce qu'on connaît nous dans nos salles de consultation, sans anesthésie ou avec une petite anesthésie locale, pour des petits polypes, un petit polype qu'on voit, on a envie d'aller chercher à la pince, avec des ciseaux, d'aller le couper à la base et de ne pas mettre la patiente au bloc. Ça permet quand même de dégager du temps opératoire, du temps de vac opératoire du bloc pour le mettre en consultation. Ça nécessite bien sûr une infirmière. Donc là, vous voyez le système EasyCare qui est en 7 French, développé également par Delmont Imaging, où on peut avoir des ciseaux, des pinces qui sont plus gros que dans le système traditionnel du Betoki de Storz, avec des instruments donc plus grands qui permettent de traiter plus vite des pathologies, donc probablement un meilleur confort des patientes. Les problématiques de l'innovation, c'est le coût. On va en discuter, c'est le problème de toute nouvelle technique. Et puis, le problème de l'apprentissage. Comment on apprend aux jeunes déjà l'hystéroscopie classique, mais comment nous, seniors, finalement, on va se former aux nouvelles techniques. Ça, c'est un problème qui est vrai pour toute la chirurgie. Le coût de l'innovation, c'est un vrai problème, surtout pour le morcellateur, puisque ça coûte cher. Néanmoins, peut-être que dans les grands centres, c'est intéressant de l'avoir, puisque certaines pathologies, notamment si, par exemple, le protocole de Cyril Huchon hyper démontre un intérêt réel sur les rétentions. Certaines rétentions sont difficiles, et je pense que c'est une bonne indication de morcellation. Et je ne sais pas si on aura les mêmes résultats avec une résection à l'anse faite par l'interne à 3h du matin qu'avec un morcellateur où la courbe d'apprentissage a été démontrée et plus rapide.
C'est peut-être un débat injuste, le coût, parce qu'on a parlé du coût du robot, mais finalement, je pense qu'on se pose la question pour le morcellateur, on se pose moins la question pour le consommable malgré tout du robot, ou même pour le consommable des nouvelles énergies qu'on va utiliser en célioscopie ou en voix basse. En tout cas, à l'hôpital, probablement que mes confrères du privé ont d'autres problématiques. Et peut-être qu'on a tendance à un petit peu trop être sévère en hystéroscopie. L'avantage du CM-Treat, on l'a vu, c'est d'optimiser les plages opératoires. C'est pas toujours facile d'aller dégager du temps infirmier et c'est pas toujours nos tutelles locales sont pas forcément toujours très partantes au départ pour nous donner une salle, du nouveau matériel, du personnel pour délocaliser de l'activité du bloc. Voilà. Dans le privé, c'est d'autres problématiques puisqu'il y a le problème de l'anesthésie qui entre en jeu. Donc, c'est pas toujours si simple que ça, le CM-Treat. Et puis, il faudrait qu'en France, on fasse des vraies études médico-économiques puisque, par exemple, pour les destructions de deuxième génération, il y a un vrai bénéfice versus l'endométrectomie. On sait que c'est pas toujours une intervention facile, qui prend beaucoup de temps, qui peut mener à des réinterventions qui sont souvent des hystérectomies avec de l'arrêt de travail, de la convalescence. Donc peut-être que si on faisait ces études-là, on montrerait finalement que le coût de l'innovation est pas si cher. La place de la simulation en hystéroscopie, donc il faut se le poser en formation initiale, mais également pour nous, que ce soit sous forme de congrès, de workshop. Peut-être que ça va devenir réglementaire, comme c'est le cas. En tout cas, c'est en train de venir chez les anglo-saxons, d'abord par l'obstétrique, mais probablement que ça le viendra en chirurgie. Donc je suis intéressé à savoir quel était le niveau de preuve de la simulation en hystéroscopie. Ce qu'on sait, c'est que les juniors sont contents, il y a une amélioration de la satisfaction, ils sont plus à l'aise sur les connaissances théoriques, sur les complications, sur le montage des montages, ils montent dans le bon sens l'hystéroscope, ils sont plus rapides, et sur simulateur, ils sont plus rapides, ils font des taux de procédure plus complètes, et ils ont des temps, et ils ont des gestes plus sécures. C'est le cas également pour les seniors sur les performances techniques, et ça a été montré sur différentes pathologies, les polypes, la myomectomie, notamment avec des techniques innovantes comme le morcellateur. Vous voyez le simulateur Virtamed qui est parmi les stands, oui, c'est très réaliste. Vous allez voir le système de morcellation endo-utérine. Finalement, on se croirait vraiment sur une vraie hystéroscopie. Donc, tous les morcellateurs ont un logiciel spécifique de simulation. C'est plus compliqué, par exemple, de développer des modèles pour apprendre la cure d'Ismocel, mais c'est probablement aussi l'avenir. On sait qu'en tout cas, on est reproductible également pour apprendre l'endométrectomie. Donc, quel niveau de preuve? Finalement, on n'a pas beaucoup, par contre, de niveau de preuve que ça améliore vraiment les compétences techniques sur les patientes, puisqu'il y a une revue de la littérature qui recense deux communications orales qui n'ont jamais été publiées, donc c'est pas valide. Donc, pour l'instant, on n'a pas montré que la simulation permettait d'améliorer les compétences des apprenants, qu'ils soient seniors ou juniors, quand ils passent sur une patiente. Et bien sûr, on n'a pas d'amélioration sur la santé des femmes, qui est le Graal. Pas d'études sur la diminution de complications, que ce soit des complications graves, perforations, désordres hydroélectrolytiques ou des taux de guérison, par exemple prise en charge en un temps d'un fibrome ou d'une cloison ou sur une diminution du taux de synéchie. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, peut-être pas être trop dur avec la simulation parce que il y a des choses qu'on aura peut-être du mal à apprendre. Donc en conclusion, rappeler que l'hystéroscopie, ça peut être innovant et qu'il faut, je pense que c'est un investissement important à faire dans les blocs parce que ça peut rapporter gros, c'est une vraie chirurgie mini-invasive, on rend vraiment service aux femmes. Et peut-être réfléchir de manière plus globale à arrêter l'expérimentation féminine en proposant de la simulation pour tous les dispositifs qu'on utilise, quel que soit en chirurgie gynéco. Je ne suis pas sûr qu'on monterait dans un avion si le pilote n'avait jamais essayé sur simulateur de se retrouver devant le tableau de bord. Je ne sais pas pourquoi on se prend le droit de le faire avec nos patientes en découvrant un dispositif médical qu'on n'a jamais essayé avec quelqu'un de l'industrie derrière pour nous guider. Je vous remercie de votre attention. Alors en fait, la problématique de la réalité augmentée, au départ, vous allez voir qu'on est parti d'un modèle assez simple, c'est la myomectomie. La myomectomie, surtout avec les voies mini-invasives, que ce soit la robotique ou la cellio, peu importe, c'est, par exemple, sur cet utérus en haut à droite, où est le myome? Ou, sur l'autre image,
un nodule d'endométriose, où sont localisés les uretères, où sont localisés les nerfs, où est la séreuse rectale. Ça, c'est le premier problème. Une des réponses, c'est peut-être la réalité augmentée. Alors, réalité augmentée, vous voyez que là, c'est un saut en longueur, et puis ce qui a été ajouté à ce niveau-là, là, c'est de la réalité augmentée avec le record mondial et puis la performance du dernier sauteur. Réalité augmentée, c'est aussi des applications de jeu. Alors là, c'est quelqu'un qui a des Google Glass ou un casque de réalité augmentée. Et puis, à la réalité, on ajoute des données qui sont là, des petits personnages, et puis il va jouer à un jeu. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Cette réalité augmentée, elle peut être affichée sur plusieurs choses. Alors, la chose la plus connue, c'est le Pokémon Go, où vous allez, avec votre smartphone, ajouter une information au réel. Mais ça se fait aussi avec des casques de réalité virtuelle. Ça peut se faire sur votre pare-brise pour afficher des informations sur votre pare-brise. Et puis ça se fait en célioscopie, où on ajoute les données de l'imagerie à l'écran. Et puis on peut l'utiliser, bien sûr, aussi en robotique. Alors, quels sont les ingrédients ? Il faut une image réelle, un objet virtuel, et puis on va fusionner les deux, et on obtient une image augmentée, c'est-à-dire de la réalité augmentée. En chirurgie célio, en gynéco, c'est pareil. Vous avez l'image à gauche de la célioscopie classique, et à droite, vous avez un modèle 3D préopératoire qu'on a construit grâce à l'IRM. Et puis, on va fusionner les deux, et on obtient une image en réalité augmentée. Alors, comment on fait notre modèle 3D préopératoire ? En fait, avec l'IRM, on va segmenter l'utérus, on va segmenter les myomes, et puis après, on va voir qu'on peut segmenter l'artère utérine, on peut segmenter l'urtère, on peut tout segmenter. Toute l'information que vous avez sur l'IRM, on peut la segmenter. Avec cette segmentation, on crée un modèle 3D préopératoire. On construit ce modèle avant la chirurgie. Et puis, on va l'additionner à la chirurgie. Donc, en fait, comment ça marche ? Vous avez un capteur, vous avez l'image classique, vous avez le modèle 3D préopératoire, et puis on va en fait recaler ce modèle 3D préopératoire à l'image qu'on a pendant la chirurgie. Alors en fait, on crée encore un modèle péropératoire 3D qui va être reconnu par l'ordinateur, et on va fusionner les deux entre le modèle péropératoire et le modèle préopératoire. Ça s'appelle du recalage. Ce qui est difficile dans le recalage, c'est qu'on travaille sur un organe mobile. La réalité augmentée, on va le voir après, ça a été beaucoup utilisé, et c'est de plus en plus utilisé, notamment en neurochirurgie, parce que les repères sont fixes. C'est-à-dire qu'en neurochirurgie, on peut mettre des vis dans la boîte crânienne et puis elle ne va plus bouger. Nous, notre problématique, c'est que l'utérus et tout le pelvis est mobile. Donc il faut être capable de suivre l'organe. Et en fait, on répète cette séquence de recalage à chaque fois, et puis on peut suivre comme ça l'organe. Donc en fait, notre système, il est basé sur la reconnaissance de la texture de l'utérus. Donc on apprend à l'ordinateur comment lire. On l'apprend comme le fait le chirurgien, c'est-à-dire que vous reconnaissez l'utérus parce qu'il a une certaine forme, il a une certaine couleur, il a une certaine texture, et vous associez ça à votre utérus. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on apprend à l'ordinateur à faire pareil. Alors que les systèmes de réalité augmentée classiques, qu'on voit à gauche là, dans Pokémon Go, ils marchent très bien parce que l'environnement est fixe autour. Nous, en célioscopie, et notamment surtout dans le pelvis, mais c'est vrai aussi en chirurgie digestive, tout va être mobile. C'est-à-dire qu'il y a une certaine déformation des organes, vous avez une modification de la place de l'organe, donc on ne peut pas travailler comme le font des systèmes de réalité augmentée. Donc nous, on apprend à l'ordinateur à travailler un peu comme le cerveau humain, comme sur la photo de droite, vous apprenez à reconnaître votre chemin pour rentrer de l'école. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique ? Ça, vous voyez tous les points que reconnaît l'ordinateur pendant la chirurgie. C'est-à-dire qu'il va être capable de lire la texture de l'utérus et d'en conclure la position de cet utérus. Il sait la position, il a le modèle 3D, il peut intégrer au modèle péropératoire et surtout à notre écran de célioscopie.
Alors on va aller assez vite vu l'heure, mais on a développé ce système avec une démarche très scientifique. On a essayé d'abord sur un modèle imprimé en 3D où on a créé des myomes virtuels à l'intérieur et puis on a demandé à des internes de localiser le myome avec et sans réalité augmentée. C'était une étude randomisée, on leur a demandé dis-nous où est le myome si on te donne simplement l'IRM ou si on te donne l'IRM plus la réalité augmentée. Alors ça peut paraître très simple, mais personne avant n'avait regardé vraiment l'intérêt de cette réalité augmentée dans la localisation des tumeurs notamment. Alors bien sûr, quand on ajoute la réalité augmentée, comme on voit à travers l'utérus, eh ben on peut localiser le myome, on sait où il est. Et puis après, on a travaillé ex vivo, on a pris des vidéos de chirurgie célioscopique, on a pris des vrais IRM, et puis on a segmenté le modèle, et dans ces modèles, on a testé notre système. Donc là, vous voyez la vue célioscopique classique, à droite l'IRM. On va créer un modèle pair-opératoire, ça nous permet d'avoir une reconnaissance surfacique, et puis on fusionne les deux images, ce qui fait que les myomes apparaissent à l'intérieur de l'utérus, et ce, quelle que soit sa position. C'est-à-dire qu'on est capable de suivre l'organe. Alors ça, c'était la première patiente qu'on a fait, qui a été publiée dans Fertility et Sterility. Donc ça, c'est le modèle préopératoire de l'utérus, le myome et la cavité utérine. On passe à la chirurgie. Vous voyez qu'on a 3 écrans maintenant au bloc opératoire. Quand on fait ça, on a les 2 écrans classiques et puis au milieu, l'écran de réalité augmentée. Donc on va calculer un modèle 3D pair-opératoire. On a le modèle préopératoire. On a le modèle pair-opératoire. L'ordinateur, par des calculs de déformation biomécanique notamment, est capable de fusionner les deux. On reconnaît la texture et hop, le myome nous apparaît à l'intérieur de l'utérus. Alors on voit, ça c'était la première patiente, ça saccade un peu, le système était un petit peu moins performant. On verra que sur les derniers cas, c'est beaucoup plus stable. Donc on a la position du myome à l'intérieur de l'utérus pendant la chirurgie. Vous voyez là l'image externe, donc les 2 écrans classiques, et puis au milieu, l'écran de réalité augmentée. Ça, c'est un autre cas, c'était pour une hystérectomie, c'est pour tester le modèle. Vous voyez qu'on peut vraiment localiser, quel que soit le nombre de myomes, on est capable de vous afficher quelle est la localisation exacte de ces myomes, peu importe, ça se fait en laparotomie aussi, du moment qu'il y a une caméra, mais on est capable de vous dire où sont les myomes et comment aller les chercher. Et puis on a travaillé également sur un modèle de tumeur du rein. Donc vous savez peut-être que en neurologie se développe la néphrectomie partielle et puis le but c'est de passer en zone saine même sur des petites tumeurs et de préserver au maximum le parenchyme rénal. On a créé un modèle de tumeur rénale et puis on est capable maintenant d'afficher où est la tumeur à l'intérieur du rein, mais aussi les marges de résection. Et on calcule, en fait, on verra ces marges de résection en fonction de l'angulation de l'instrument. Et on est capable de dire au chirurgien, il faut inciser à cet endroit-là. Et puis dans cette étude, ce qu'on retrouvait, c'est que le taux de marge saine et le taux d'incision correcte étaient beaucoup plus importants, bien évidemment, dans le groupe réalité augmentée versus groupe juste avec un repérage IRM de la tumeur. Pareil, on en est à l'étape de développement ex vivo sur des images de rein où on est capable de localiser la tumeur et puis on espère bientôt pouvoir l'utiliser chez les premiers patients ou patientes. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant sur les derniers cas ? Là, vous voyez le modèle 3D pair-opératoire, un petit myome, un autre associé. Donc ça, c'est reconstruit avec l'IRM, la vue célioscopique classique, le modèle 3D pair-opératoire. Et puis ça, c'est la vision que j'ai sur l'écran de réalité augmentée. Donc ça, c'est la vision sur mon écran de célioscopie avec le fibrome qui s'affiche pendant l'intervention. Ça, c'est vraiment ce qui se passe au bloc opératoire. Alors maintenant, on a une stabilité de l'image, vous voyez là, même s'il y a un instrument qui passe devant la caméra, on arrive à avoir une très bonne stabilité de l'image, même si on retire la caméra et qu'on revient, on récupère cette réalité augmentée. Et puis maintenant, on travaille sur un affichage de l'artère utérine, de l'urtère. Donc ça, c'est les premières images mais qu'on a faites il y a quelques jours sur le repérage de l'artère utérine et de l'urtère. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous donner, pendant votre intervention, la localisation de l'artère utérine, la
la localisation de votre utère. Et puis bien sûr, l'objectif à long terme, c'est de vous donner la place des nerfs en direct et de vous donner tous vos repères anatomiques et puis d'ajouter une pathologie comme l'endométriose, de vous donner ses limites et ses localisations. Alors on est loin de ce modèle-là parce qu'il faut intégrer des données biomécaniques de déformations qui en sont extrêmement difficiles à obtenir, surtout dans les pathologies comme l'endométriose, mais sur des choses un petit peu plus fixes, on est capable de vous donner les repères anatomiques qu'il faut éviter de coaguler ou que vous voulez justement coaguler. Alors il y a d'autres équipes qui travaillent sur la réalité augmentée, notamment l'IRCAD à Strasbourg. Il n'y a pas beaucoup d'autres équipes dans le monde qui travaillent sur des organes intra-abdominaux. Leur gros avantage, c'est qu'ils sont capables, au niveau segmentation, c'est-à-dire création du modèle préopératoire, d'être vraiment bien performants. Mais par contre, comme personne d'autre n'utilise la lecture surfacique, ils ont vraiment besoin de repères anatomiques, donc de recaler à chaque fois qu'ils re-rentrent la caméra, que le patient bouge et tout ça, alors que nous, on intègre vraiment la lecture de l'organe par l'ordinateur. Et puis ça, c'est notre groupe qui travaille sur les tumeurs hépatiques, donc dans les hépatectomies partielles, notamment post-chimiothérapie, on a vraiment des problèmes de repérage, et l'objectif, c'est bien sûr d'associer les canaux biliaires, la vision de la vascularisation des veines et des artères, mais la réalité augmentée, elle est utilisée dans beaucoup d'autres disciplines, mais encore une fois, beaucoup dans des disciplines où ils ont des repères osseux fixes et où l'organe n'a pas de déformation péropératoire, ou en tout cas entre le préopératoire et le péropératoire. D'autres exemples, c'est si on couple ça à une détection des couleurs, on peut vous afficher les veines, ou c'est utilisé en psychiatrie pour les arachnophobies. Alors, la perspective à long terme, c'est la chirurgie guidée ou assistée complète par ordinateur. On en revient à l'aéronautique. On imagine mal qu'on puisse rentrer dans un avion sans un plan de vol. Sinon, bien sûr que le risque de crash est augmenté. C'est pareil pour la chirurgie. On va en arriver à, comme on a un modèle préopératoire, on va pouvoir créer un modèle virtuel où vous allez pouvoir vous entraîner, mais pas vous entraîner à traiter une pathologie en général. Non, pour la patiente là, vous allez pouvoir vous entraîner la veille à faire le geste que vous allez faire le lendemain au bloc opératoire. Et puis ce geste, il va être en plus optimisé. C'est-à-dire qu'on va vous dire la distance la plus courte pour atteindre le myome. Le myome, c'est un modèle simple, mais il faut voir à plus long terme sur un accès sur une hystérectomie radicale ou un nodule, où on va vous dire quel est l'endroit le meilleur pour inciser, parce qu'il sera à distance de tel et tel organe, il sera le plus près de la tumeur que vous voulez ou de la maladie que vous voulez enlever. Et c'est ce qu'on a fait sur le rein, où on optimise, c'est-à-dire on va dire au chirurgien, votre angulation de l'instrument est telle que si vous voulez respecter une marge de 10 mm, il faut inciser à cet endroit-là pour optimiser votre résection. Ce qu'on ajoute aussi, et sur ce qu'on est en train de travailler, c'est aussi calculer en préopératoire par le diffusion tensor imaging, c'est-à-dire qu'on sera capable de vous donner les fibres musculaires de l'utérus, notamment dans les myomectomies. Ça reste un modèle simple, mais on sera capable de vous dire, si vous ne voulez pas couper les fibres musculaires, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas faire une laparotomie transversale, vous la faites longitudinale. Pour l'utérus, c'est pareil. Il y a une orientation des fibres musculaires autour d'un myome. Et ça, on vous l'ajoutera, ça voudra dire qu'on vous dira, il faut inciser là si vous ne voulez pas couper toutes les fibres musculaires autour de l'utérus. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est l'entraînement à une pathologie spécifique, à la patiente que vous allez opérer le lendemain, mais aussi une création, comme on peut acquérir comme ça une banque de données énorme, des modèles virtuels qui sont déjà facilement créés. Alors, on est en train d'apprendre à l'ordinateur finalement à lire comme le fait un petit peu le cerveau humain. Il reconnaît l'organe parce qu'il a la connaissance avant. La connaissance qu'il a avant, avec le big data et le deep learning, clairement, on va en venir à pouvoir avoir un nombre d'hystérectomies enregistrées qui va être, pour un ordinateur, d'une ordre d'une expérience de 100 000 ou 1 milliard ou 1 million, ce que vous voulez, d'hystérectomies qu'il pourra enregistrer. Donc une expérience qui sera beaucoup plus importante que ce que l'être humain peut faire. Si vous couplez ça au robot, effectivement, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un robot quelque part autonome.
J'en ai fini. Notre équipe, elle est pluridisciplinaire avec des scientifiques, des ingénieurs, des radiologues, des chirurgiens, Barack Obama aussi quelquefois. Et juste pour vous inviter encore une fois à notre congrès à Clermont-Ferrand, où on parlera de toutes ces choses-là. La réalité augmentée, ce ne sera qu'une partie des nouveaux outils qui sont disponibles avec le deep learning, avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment la nouvelle révolution qui est en train d'arriver dans notre bloc opératoire.